Donc bonjour à tous, on va effectivement donc parler dans un temps très contraint, je m'en excuse par avance, du financement participatif, ou si vous préférez crowdfunding. Alors très rapidement, je voulais aussi resituer ce qu'est le financement participatif, puisque je vais vous en parler donc du coup bien sûr en tant que plateforme de financement participatif, un outil donc qui se décline sur Internet, mais en réalité quand on parle de financement participatif, on parle d'un mode de financement qui a toujours existé de par l'histoire. Je vous ai pris quelques exemples non exhaustifs, marquants de l'histoire du crowdfunding. Peu de gens s'en souviennent encore, mais Barack Obama, lors de sa première campagne à l'élection présidentielle, quand il était encore jeune sénateur, moyennement connu du grand public, a eu recours au financement participatif pour financer sa campagne. Si on remonte encore dans le temps, la Statue de la Liberté a été doublement financée via du crowdfunding, côté français bien entendu, mais aussi côté américain, puisque quand les Américains ont reçu ce magnifique cadeau de la part des Français, il y avait une problématique qui était de financer le socle de la statue. Et c'est un certain monsieur Pulitzer qui a fait un appel au financement participatif via son journal à l'époque pour réussir à réunir les financements en question. Et bien évidemment, à l'époque, il n'y avait pas d'Internet. Si on remonte encore, les artistes, Mozart, vous l'avez peut-être reconnu, ont été régulièrement financés par des mécènes, y compris particuliers, pas forcément toujours très fortunés. Et enfin, si on remonte vraiment encore plus loin dans l'histoire, un des tout premiers exemples de financement participatif qu'on relève, c'est une initiative d'ailleurs malheureusement à l'époque en lien avec déjà des catastrophes climatiques et des famines. Exemple de Jonathan Swift, l'auteur des mystérieux voyages de Gulliver, qui avait décidé en Irlande de mener des campagnes de financement participatif pour pouvoir remédier à une famine que subissaient malheureusement les ouvriers irlandais à l'époque. Et c'est une des toutes premières expériences significatives en la matière, évidemment aussi à l'époque sans Internet. Donc c'est aussi pour resituer et dire qu'on n'est pas forcément uniquement un truc numérique, on n'est pas uniquement dans la fintech. Quand on parle de crowdfunding, on parle avant toute chose de relations entre des porteurs de projets et entre des gens qui y croient ou qui ont envie que ça se développe. Alors un petit focus très rapide, tout en surveillant le temps, sur les chiffres, ce que représente en fait le financement participatif en France au niveau global. Vous voyez que c'est une croissance quasi exponentielle. Et notamment 2021, la première fois en France où plus d'1 milliard d'euros ont été levés en financement participatif, toutes plateformes confondues. 2022, plus de 2 milliards d'euros. Encore une fois, toutes plateformes confondues et en l'occurrence, tout type de financement confondu. Pour ma part, effectivement, je travaille pour une plateforme qui s'appelle KissKissBankBank, qui propose du don, du mécénat, mais il existe en effet des plateformes également d'emprunt participatif, d'investissement participatif, et les chiffres que vous avez sous les yeux recouvrent toute cette dynamique en France. Concernant KissKissBankBank, effectivement, alors également pour... à titre de transparence, je ne me suis pas présenté, je n'ai pas présenté la plateforme pour laquelle je travaille, mais à titre de transparence également, sachez que cette plateforme est depuis 2018 une filiale de la Banque Postale, puisqu'elle a été rachetée et elle est aujourd'hui à 100% filiale de la Banque Postale. Alors pour autant, elle reste autonome entre guillemets dans son fonctionnement, mais il faut effectivement souligner que c'est une filiale de la Banque Postale, et ça illustre d'ailleurs le fait que les banques aujourd'hui sont de plus en plus nombreuses à s'intéresser à cet outil de financement, pour certaines effectivement à l'englober littéralement. Alors de quoi parle-t-on si on parle plus précisément de financement participatif et d'acteurs publics et encore plus précisément de transition écologique? Je vous ai modestement affiché quelques exemples d'actions concrètes que nous réalisons à notre niveau avec des acteurs publics divers et variés, sous deux angles possibles. Les deux angles sur lesquels on va retrouver des acteurs publics, ce seront, alors premier angle historique et le plus ancien, littéralement des partenariats entre des acteurs publics et des plateformes de financement participatif, des partenariats dans le but d'aider les acteurs du territoire, associations, entreprises, etc., à collecter des fonds auprès du grand public, auprès des habitants. Donc dans cette posture-là, les acteurs publics, les collectivités, sont plutôt positionnés comme facilitatrices,
comme acteur aidant à la communication autour d'une collecte de fonds émanant d'un acteur de terrain. Alors ça va être le cas par exemple dans les acteurs que je vous ai affichés ici à l'écran, de la région Normandie, qui va lancer, et c'est tout à fait imminent, une grande opération avec KissKissBankBank, justement, pour faciliter les collectes de fonds dédiés à la biodiversité et à la transition écologique sur le territoire de la région Normandie. Donc ça, c'est quelque chose qui est tout nouveau, et littéralement, c'est un angle de partenariat. Autre partenariat, alors beaucoup plus ancien pour ce qui concerne notre plateforme, le parc naturel régional de la Haute-Vallée de Chevreuse. Nous travaillons d'ailleurs avec plusieurs PNR qui sont également positionnés en tant que facilitateurs, là encore, si vous connaissez les PNR, en application d'une charte de parc, d'une charte de territoire, et très souvent, effectivement, encore une fois, pour aller aider des acteurs de terrain à collecter des fonds auprès du public. Très rapidement, vous avez également au centre de l'écran l'exemple de la ville de Marseille, à laquelle nous sommes aussi associés à travers une opération qui s'appelle les Lundis de la Transition, et opération sur laquelle la ville de Marseille va encore une fois aider en termes de communication des associations qui œuvrent sur des implantations de micro-forêts urbaines, qui œuvrent sur de la lutte contre la pollution, le recueil des déchets plastiques, etc., à l'échelle de la ville de Marseille. Et puis, on a d'autres acteurs qui vont carrément collecter des fonds pour leurs propres actions, pour leurs propres problématiques. Je vous ai affiché ici également un exemple concret avec le parc national du Mercantour, qui, malheureusement pour lui, il n'avait pas prévu à l'époque, a mené une campagne de financement participatif suite à la tempête Alexia, et notamment en vue d'une opération qui a permis de restaurer en urgence des sentiers de liaison entre différentes communes du parc national qui ont été coupés littéralement de tout lien avec la civilisation du jour au lendemain. Donc symboliquement, alors évidemment sur ces actions, on n'est pas sur des levées de fonds incommensurables, on n'est pas sur des acteurs qui viennent investir des centaines de milliers d'euros, on est littéralement sur des actions où ce sont les habitants, mais aussi les citoyens, plus largement et au-delà du territoire, qui vont se fédérer, qui estiment qu'une action en vaut la peine. Et effectivement, cette action menée avec le Parc national du Mercantour me permet aussi de vous parler plus largement du second positionnement possible des acteurs publics à l'usage du financement participatif, qui est justement la collecte de fonds en direct. Alors plus précisément, collecte de fonds en direct, c'est quelque chose qui a été ouvert notamment pour les communes, pour les mairies, à partir d'un décret de 2015, qui à l'époque autorisait les mairies à recourir au financement participatif, mais exclusivement pour des projets d'ordre culturel, social, solidaire et éducatif. Et ce n'est que depuis la loi Dadu que le champ du recours au financement participatif pour des mairies a été élargi et permet notamment à des collectivités ou des communes aujourd'hui de mener des campagnes justement pour des problématiques environnementales qui n'apparaissaient pas très clairement dans le premier décret de 2015 quand on disait projet culturel, sociaux, solidaire, éducatif. Quelques exemples également concrets, littéralement pour le coup, que j'ai été pioché dans notre actualité, toujours en lien évidemment avec la transition écologique et ou les actualités climatique. Ici, si vous voulez aller jeter un coup d'œil, c'est une campagne qui vient tout juste d'être lancée par la commune de Barbentane. Barbentane, et plus précisément, vous vous en souvenez peut-être, malheureusement, commune qui a fait l'actualité lors de l'été 2022, puisque la Montagnette en particulier a été effectivement ravagée par les incendies. Et cette année, la commune de Barbentane vient d'ouvrir donc une collecte de financement participatif qui s'inscrit plus largement dans un plan d'action pour une renaturation innovante de la Montagnette, avec du recours à des espèces locales, avec des expérimentations qui sont menées avec des naturalistes pour essayer de trouver les meilleures solutions possibles pour ne pas, je dirais, renaturer ou replanter bêtement, refaire les mêmes erreurs qui ont été faites de par le passé. Autre exemple un petit peu plus ancien, nous avons également eu l'occasion de travailler avec la métropole de Bordeaux, qui, de son côté, a également un plan très vaste et un objectif de replantation d'1 million d'arbres sur les 10 années à venir sur son territoire.
Donc pour ce faire, Bordeaux Métropole a également eu recours au financement participatif et a en effet symboliquement, je dirais, lancé une première action de financement associant le grand public, les habitants, pour pouvoir commencer symboliquement une replantation d'arbres sur le territoire de la métropole. Et quasiment dans les temps. C'était pas ma conclusion, mais j'ai abrégé. Si vous avez des questions, il n'y a pas de souci.